Alors, aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse parce que j'accueille Kayla Rodrigue, qui est Oui, docteure en psychologie, spécialisée en neuropsychologie. Bienvenue sur mon podcast Corsé. oui, merci Cynthia, contente d'être là. Ça fait quelques fois qu'on essaie de se trouver un moment, de se coordonner. C'est aujourd'hui le grand jour. C'est vrai, Merci t'as de tellement raison. l'invitation. Oh, ça a été difficile d'arriver à coordonner ce moment-là, mais on est Ouais. vraiment contents. Puis je suis vraiment très heureuse parce que le sujet qu'on va parler aujourd'hui, moi, il me tient énormément à cœur, OK? Parce que Ouais. comme psychoéducatrice, moi, je ne peux pas donner, de diagnostic, hein, dans le fond, comme, tu sais, puis ça, c'est important qu'on le rappelle parce que c'est pas n'importe quel professionnel qui peut donner des diagnostics à des enfants, à des adultes non plus, mais c'est les neuropsys, c'est les médecins, les pédopsychiatres, les pédiatres, tu sais, les Psychologue. psychologues, exactement. Donc, les psychoéducateurs, on peut aider à aller vers un diagnostic, mais on ne peut pas donner de diagnostic, hein. Exact. Et même entre médecins et psychologues, neuropsychologues, il y a une distinction à faire. Les psychologues, neuropsychologues, c'est des diagnostics psychologiques. Donc, il faut ajouter la distinction. Absolument, absolument. Moi, je dis toujours à mes clients, en fait, que quand tu veux avoir une évaluation, tu me diras si c'est n'importe quoi ce que je dis, mais que si on veut avoir vraiment une évaluation complète, poussée, qui est vraiment, tu sais, comme tu es allé regarder tous les aspects, c'est un neuropsychologue. Oui, si tu as besoin d'aller regarder les aspects cognitifs, mais si tu as besoin d'aller regarder les aspects psychologiques, affectifs, ben là, ça Oui, va être différent. Mais absolument. oui, effectivement, C'est une belle ça nuance peut que tu être amènes. différent. Et ouais, ça, je suis prête à en parler longtemps, mais je vais te laisser me guider avec tes questions. Je vais peut-être faire, si tu me permets, peut-être une distinction, vu que sur la fiche, c'était marqué neuropsychologue, j'aurais peut-être une petite... En fait, c'est direct là que je m'en allais, mais oui, vas-y, vas-y, ouais. vas-y. Ben, moi, présentement, je ne peux plus me porter le titre de psychologue, neuropsychologue, parce que j'ai pris la décision de sortir de mon ordre professionnel. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je garde mon titre universitaire docteur en psychologie et je ne peux plus faire d'évaluation, même si j'en ai fait pendant 12 ans, des évaluations neuropsychologiques. J'ai décidé d'amener ma pratique ailleurs vers une approche plus intégrative, holistique. Probablement qu'on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, pour les gens qui nous regardent, en fait, parce qu'on en a plusieurs, hein, dans le fond. Puis, ça, avec les réseaux sociaux, on ne sait pas toujours, tu sais, qui fait quoi, puis quelles sont nos qualifications et tout ça, tu sais. Puis c'est important de pouvoir justement avoir un intervenant, tu sais, qui va être compétent dans son domaine, mais c'est pas toujours associé nécessairement à son titre. Il faut vraiment faire attention. C'est sûr que dans le fond, une personne qui est dans un ordre professionnel, comme moi, je fais encore partie de mes 2 ordres professionnels. Dans le fond, moi, je suis dans l'ordre des psys, puis je suis dans l'ordre des psychoéducateurs. Dans le fond, ben, je suis détenteur d'un permis de psychothérapie qui est Ouais. donné par l'ordre des psychologues. Mais la différence, c'est qu'un ordre professionnel a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de règles qui font en sorte que leur mandat, un ordre professionnel, c'est de protéger le public. Fait que c'est sûr que ce qu'on peut faire comme professionnel, c'est pas les mêmes choses que quand on est pas dans un ordre professionnel. C'est la seule parenthèse qu'on va faire par rapport à ça parce que Oui, c'est parce un qu'on débat. pourrait en Ouais, parler longtemps aussi, pour les raisons pour exactement. lesquelles je suis sortie, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, exactement. Puis on n'ira pas là parce que Non, ça ne fait pas unanimité. exact, exact. OK. Et là, dans le fond, justement, toi, tu as fait de l'évaluation, Ouais. justement. Tu as été neuropsy, en fait, extrêmement longtemps, Ouais. 12 ans. J'ai adoré ça et dans ma vie, je pensais que j'allais faire ça toute ma vie. Oui, j'ai adoré l'évaluation. Et dis-moi donc, Ayla, pourquoi, justement, tu es arrivée à un stade où est-ce que tu t'es dit, attends un petit peu, là, l'évaluation, finalement, peut-être c'est plus ça, là. Peut-être c'est pas ça. Qu'est-ce que tu constatais dans ton bureau qui t'a amené à dire, je voudrais peut-être aller plus loin que ça, finalement? Oui, ben, un point intéressant, je pense que je peux nommer aujourd'hui, il y en a plusieurs là, sur une période de quelques années qui m'a fait, j'appelle mon éveil professionnel, là. Mais un des points, c'est quand j'étais en stage en pédopsychiatrie, dans un hôpital en pédopsychiatrie. Et là, on faisait des évaluations très exhaustives, comme tu disais, là, au Ah oui, niveau oui. neuropsychologique. Là, on passait sur toutes les coutures, on passait tous les tests pour voir toutes les fonctions cognitives. Et là, on faisait des gros rapports d'une quinzaine de pages avec toutes les recommandations et tout. Et là, on était fiers de notre travail parce qu'on avait trouvé le
ou souvent les diagnostics ou les difficultés cognitives là, pour faire un sens avec tout ce qui arrivait. Puis il y avait comme moi je vais parler, j'avais un ego professionnel là, qui fait ah, wow, je suis bien fière. Et c'est sûr que soit quand je faisais ça aussi au privé en parallèle, le parent, il paye cher là, pour ce type d'évaluation-là, où il a attendu très longtemps sur la liste d'attente avant d'arriver à avoir cette évaluation-là au public. Donc, il est souvent C'est combien, Kayla? C'est ben, combien à peu près? En fait, on a comme un range à peu près. Moi, je suis ouais, comme entre 2 et 7 000 à peu près, comme un éval, là, en fait, qui pourrait aller ça dépend de dépendamment. la région. Une évaluation très de base peut être à 800 ou comme ça peut aller OK. 7 000, j'ai jamais entendu ça. Ça se peut. Bon, Mais tu sais dans quel. Moi, mais tu sais avec qui je travaille. Moi, je travaille avec des familles, des fois, qui sont très, très, très conflictuelles. Fait que des ouais, ben rapports, là, des oui. fois. Puis là, c'est à droite, à gauche, ouais. Puis des expertises, c'est différent que des. Ouais. Mais bon, mettons, on va dire en moyenne autour de 1500, 2000 là, pour une évaluation moyenne. Donc, c'est sûr que quand tu reçois ça, tu es là, hey, wow, merci beaucoup, je reconnais mon enfant là-dedans. Puis, tu sais, c'est souvent, puis c'est vrai, là, moi, Tellement. parfait, voici la liste de recommandations, là, le parent dit, oh, OK, hey, je vais être équipé. Fait que le part avec ça. Et nous, on souvent envoie ça à l'école. Et moi, je suis allée travailler après mes stages en milieu scolaire. J'ai fait environ 8-10 ans, là, avec ou sans mes congés de maternité, en milieu scolaire. Et là, j'ai eu un choc quand je suis arrivée en milieu scolaire après Ah ouais, hein? le centre pédopsie parce que j'ai sont où nos rapports? À part dans le classeur, là, bien C'est ça. fermé. C'est là qu'ils sont. C'est ça, ils sont tout là. Mais les recommandations, parce que quand on arrive sur le plancher des vaches, là, sur le terrain, c'est Ouais, là qu'on se ouais. rend compte que la liste des recommandations, des fois, ça ne tient pas la route avec la réalité et le besoin réel de l'enfant. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bonnes, les recommandations. C'est juste que là, c'est peut-être pas le moment de les mettre en place avec la réalité de tout le monde, les enseignants, l'équipe école. Fait que Exact. ça a été mon premier choc de dire, OK, ça sert à quoi de faire ça de bord? Et que là, c'est sûr que moi, en milieu scolaire, je continue à faire de l'évaluation. Bien sûr. Mais mon deuxième choc on pourra passer à un autre sujet après si tu le souhaites, là, mais mon deuxième, Non, c'est beau. C'est beau. mon deuxième choc, c'est en milieu scolaire, c'est souvent on focusait sur les évaluations première, deuxième année, puis des fois sixième année avant le passage au secondaire. Puis là, la première raison, c'est est-ce qu'il a un TDAH? Là? Oui. C'est sûr. Et là, je faisais l'évaluation. Donc, des fois, il y en avait, des fois, il n'y en avait pas. Puis là, tout le monde était bien déçu quand c'était pas ça. Puis parce que là, on fait quoi? Si c'est pas ça, puis qu'il n'y a pas de médication, on fait quoi? Bon, Exactement. ça, c'est un autre sujet. Mais quand c'était ça, il y avait l'évaluation, médication. Et souvent, je n'ai pas de statistiques, là, mais plusieurs dossiers me revenaient vers la 4e, 5e année, les mêmes. Et là, moi, j'avais comme un malaise parce que, bon, je commençais aussi en pratique et là, il était déjà diagnostiqué, il était déjà médicamenté. Là, on était comme, ah, ben là, pour moi, il a besoin de thérapie. Fait que là, on l'envoyait en thérapie. Et là, quand au niveau de la thérapie, ça ne fonctionnait pas, là, on se dit, ben, pour moi, il y a un autre diagnostic. Fait que là, on l'envoyait à un autre neuropsy où on montait plus en pédopsychiatrie. Fait que là, tu sais, c'était le cercle vicieux. J'ai dit non, ça se peut pas. Wow. Puis, à un moment donné, une année, je me suis rendu compte qu'en 6e année, il y avait la moitié de la classe qui était sous médication. Puis ça fait non. Là, il y a puis entre-temps, j'ai eu mes enfants. Puis là, j'ai eu plein de questionnements. J'ai dit non, il y a d'autres choses. Il faut aller voir en dessous. Il faut aller voir plus loin. J'ai commencé à me former sur plein d'approches, oui, scientifiques, non, mais pas juste au Québec, là, qui serait comme au niveau mondial. J'allais m'informer au niveau mondial et même des approches alternatives aussi. C'est là que j'ai commencé à avoir mon approche plus intégrative et holistique. Je comprends. C'est vraiment, vraiment super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ça vient moi, ça résonne tellement ce que tu dis parce que moi, j'ai travaillé en protection de la jeunesse pendant plus de 10 ans. Fait que ce que tu dis là, en fait, où est-ce que puis même après, là, en fait, tu sais, quand j'étais en CLSC, puis après ça en pratique privée, c'est qu'on devient dans une espèce de cercle. Parfois, c'est ce que j'observe beaucoup, justement, en fait, à la quête. On est à la quête d'un diagnostic parfois. Et là, c'est important de mettre un énorme bémol, OK? Parce que là, si, mettons, que tu es en train de penser, que je pense, ou que Kayla elle pense qu'un diagnostic, ça ne sert à rien, tu es dans le chabin raide, OK? Parce que c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Et Kayla, je suis pas mal sûre que c'est pas ça que tu dis non plus. Non. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'au-delà, c'est le sujet d'aujourd'hui, au-delà d'un diagnostic, il y a tout le reste de l'iceberg.
il y a tout le Ouais. reste de ce qui compose un enfant. Moi, je déteste les appellations de lui, c'est un TDAH. Elle, c'est une TPL. Un instant, là. Il a un trouble déficient de l'attention, mais il Ouais. n'est pas un Ouais, c'est ça. TDAH. Un instant, là. On est tous des pétales, on est tous des fleurs, puis tout ce qu'il y a autour de chaque élément, on a chacun des pétales qui composent qui nous sommes, justement. Le TDAH ou autre diagnostic. Pourquoi on parle beaucoup du TDAH? Parce qu'il est extrêmement surdiagnostiqué, tu sais, en fait, surtout encore aujourd'hui. Ouais. Puis, c'est pas toujours... les manifestations d'un TDAH peuvent s'apparenter à plusieurs autres types de problématiques qui peuvent être un Exact. diagnostic, mais qui pourraient aussi être relié à une dynamique familiale, à une situation adaptative, et là, Mais toi, Mais moi, j'ai vraiment fait la paix avec, on va dire, j'ai trouvé mon équilibre dans les mmh, diagnostics, dans le sens, j'ai passé mmh, d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire, comme je disais au début, hey, c'est quoi le diagnostic? Faut que je le trouve, puis c'est lequel, puis tout ça. Bon, tu sais, j'avais comme la flamme de l'enquêteur là, qui allait mmh, trouver. mmh. Jusqu'à quand j'ai eu ma transformation, jusqu'à on n'en veut plus des diagnostics, c'est plus ça. Jusqu'à finalement, je veux dire, le Non. diagnostic, et c'est là que j'ai trouvé mon Mmh équilibre. C'est quoi au juste? Puis là, on pourra en mh. parler avec mon modèle des 3 cerveaux, c'est la pointe Mmh. de l'iceberg. C'est les Exact. symptômes qu'on voit, et si la personne a un ensemble de symptômes qui correspond aux critères, il a le diagnostic. Point. Le Mais diagnostic non, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. non, mais dans le fond, on suit les critères diagnostiques du DSM, nous aussi au Québec. Bien Donc, sûr. est-ce qu'il répond aux critères du diagnostic? Est-ce qu'il a un dysfonctionnement? Souvent, il y a les critères et le dysfonctionnement qu'il Mmh. faut regarder. Puis si oui, ben, il a le diagnostic. Mais c'est pour ça aussi que maintenant, par exemple, quand on. Tu sais, c'est parce que c'est tellement facile de s'auto-diagnostiquer sur Docteur Google, tu sais, où est-ce que tu vas aller regarder les critères, puis tu peux te trouver à peu près 3 4 diagnostics potentiellement. Et c'est un peu la même chose quand, mettons, tu as une maladie physique, là, tu sais, si tu as mal au ventre, va pas écrire ça dans Google, là, je veux dire, c'est sûr que il te reste 3 mois à vivre potentiellement, là, tu sais, c'est comme. Ben, C'est pour ça qu'une évaluation, il faut que ce soit comme. Il y a plus que juste les critères, il y a tout le c'est reste, en ça. fait, parce que en évaluation diagnostique, il y a plusieurs axes aussi à aller regarder. Est-ce que Ben, ça moi, peut s'expliquer c'est par autre ça. chose? Moi, je fais la distinction entre évaluation et diagnostic. Tu sais, je veux dire, moi, tu peux y aller chercher ton diagnostic Google, mais après ça, Mmh. c'est pour l'évaluation, c'est pour comprendre qu'est-ce qu'il y Mmh. a en dessous, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce que tu peux Mmh. comprendre là-dedans. Puis Mmh. moi, je posais souvent quand je faisais encore des diagnostics avant de sortir de mon ordre, quand la personne m'appelait, Kayla, j'aimerais ça une évaluation, vérifier si mon enfant a un TDAH. J'ai dit, OK, parfait. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin du diagnostic du TDAH? Mettons que je vous dis, oui, c'est ça, là. Il a un TDAH. Quoi après? Qu'est-ce que vous attendez après? C'est quoi vos attentes de ça? Ah, c'est Ah, bon. ben, puis là, la personne, souvent, tu sais, Elle sait pas. c'est rare qu'on se fait poser cette question-là. D'habitude, c'est OK, oui, telle date, ça va coûter tant, on y va. On ne se pose pas de questions. Alors, moi, mon but, c'est de rendre le parent conscient. Donc, je vais poser la question, c'est quoi vos attentes par rapport au diagnostic? Puis finalement, il y a toujours 2 éléments souvent qui ressortent. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe avec Exact. mon enfant et je veux savoir comment l'aider. J'ai dit, ben, vous n'avez pas besoin d'un diagnostic pour ça. Dans le fond, les seules raisons pourquoi j'allais vers le diagnostic souvent, c'est quand l'enfant avait besoin de médication. Et encore là, souvent, on n'avait pas besoin parce que pour moi, la médication, ce n'est pas une question de diagnostic, c'est une question de symptômes qui rend l'enfant non fonctionnel. Combien de fois qu'on a des enfants qui sont sous médication qui n'ont pas de diagnostic? Donc, pour moi, ce n'est pas une question de diagnostic. Je suis très capable de discuter avec le médecin, de lui montrer pourquoi je réfère le médecin vers ça. Donc, souvent, c'est une question administrative, le diagnostic, pour que l'enfant ait accès à des services, comme quoi ou accès à des portes de services ou des organismes, sinon il n'aurait pas eu accès. Exactement. Là, c'est super important ce que tu viens de dire. Là, faut reprendre certaines affaires que tu dis parce que c'est bien trop bon. Effectivement, en fait, le diagnostic, si tu veux uniquement comprendre ton enfant, c'est une excellente chose. On peut faire une évaluation, par exemple. Ça n'empêche pas ça n'empêche pas que l'évaluation va te permettre de vraiment bien comprendre, justement, pour après ça, savoir dans quoi je vais m'organiser. Mm. Comment je vais pouvoir l'aider, justement? Parce que moi, ce que je retourne, moi, je suis psycho-aide. Moi, souvent, je suis dans vos recommandations.
Moi, souvent, dans les neuropsy, je vais être dans la recommandation. Suivi en coaching parental, suivi en Ouais, psychoéducation pour, mettons, la guidance parentale, c'est ça. ou gestion des émotions de l'enfant. Moi, je me retrouve souvent dans vos rapports, justement. Ouais, Et là, quand on arrive dans notre bureau, puis il y a des fois, là, les parents se retrouvent parfois largués complètement en disant comme, OK, là, on a toute une belle liste là, d'épiceries. On commence avec quoi? Puis comment on fait? Parce que exact. moi, j'ai accompagné beaucoup de parents à faire le deuil d'un diagnostic, dans le sens que Mm. ça n'a pas tout réglé. Non, Parce que souvent, quand tu veux avoir le diagnostic, des fois aussi, ou que tu vas avoir ton évaluation, c'est parce que tu as l'impression que après, quand je vais tout comprendre, je vais alors savoir c'est ça. et ça va changer. Et ce qui se passe malheureusement souvent, c'est que c'est pas ça. C'est Non, qu'à partir de là, excuse-moi, vas-y. non, j'allais dire, je les compte sur les doigts de ma main, les clients, où est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans leur vie, le diagnostic. Dans le sens que ça, c'est les clients qui disaient, hein, on ne s'attendait pas à ça, on n'avait pas vu ça, puis même moi. Parce que toutes les autres, c'est, ah, c'est comme si tu nous faisais un beau portrait de notre enfant, des affaires qu'on savait déjà, mais on n'aurait pas pu nommer ça de même, tu sais. C'est ça, exactement. Puis le après. Puis tu sais, avec tantôt, tu as parlé aussi de la, tu sais, de la pharmacie, dans le fond, c'est de tout le côté pharmacologique, en fait. Tu sais, c'est effectivement, c'est que des fois, ben, moi, c'est comme ça que je le vois beaucoup, en fait. C'est que des fois, quand on a un diagnostic ou bien quand on a, tu sais, là, c'est sûr que toi, tu as des rapports avec les médecins particuliers, mais tu sais, des fois, le diagnostic va permettre justement de pouvoir avoir des fois une médication qui va venir aider si c'est vraiment nécessaire à son cerveau, justement. Mais Mm. que souvent, moi, ce que les neuropsy, mettons, on me dit, ou les médecins, c'est que quand on a eu un suivi environnemental avant, moi, je m'appelle de même. Moi, parce qu'on va venir faire du gros screening au niveau. Parce que moi, je peux pas traiter le cérebral. Je peux pas aller dans le sens que je peux pas faire les tests, c'est comme justement cognitifs comme vous le faites. Par Ouais, exemple, notre expertise en psychoéducation, c'est les capacités adaptatives. Fait que je vais aller travailler puis je vais aller screener tout ce qui est autour. Puis là, quand ils ouais, arrivent dans votre bureau, bien là, qu'est-ce qui a été fait au niveau environnemental pour qu'on puisse justement au niveau environnemental, ça veut dire qu'est-ce que tu as mis en place à l'école? Qu'est-ce que tu as mis en place à la maison? Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez un suivi? Qu'est-ce qui est stagné? Qu'est-ce qui s'est amélioré ou qu'est-ce qui a régressé? ouais. Après ça, l'évaluation, là, on est ailleurs, là, souvent. Là. Ça nous permet d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus global. Là. Tu sais, pour moi, le niveau environnemental dans mon modèle, c'est le niveau 3, c'est le niveau le plus important sur lequel, quand c'est tout optimisé, ça va vraiment réduire moi j'appelle ça les blocages aux trois cerveaux, on pourra en parler tout à l'heure, parce que c'est quand il y a des déséquilibres et des blocages dans nos trois cerveaux que ça crée des symptômes à la pointe de l'iceberg. Et Kayla, Euh, allons-y. Tu as ouais, justement une approche maintenant que tu n'es plus justement à faire uniquement des évaluations, que tu aides en fait maintenant les parents à ouais. appliquer ce que tu avais souvent, toi, écrit dans des recommandations. C'est ce que tu fais maintenant. C'est bien ça, hein? Ben oui, tu sais, dans le fond, j'aide encore les parents à comprendre comme leurs besoins essentiels, là, comprendre et Mhm. savoir comment intervenir. Puis là, je vais leur faire comprendre avec une vue en hauteur sur vraiment une vue holistique, hein, vue globale. Holistique, ça veut dire vraiment globale sous tous les angles, leur enfant, puis ça, les aider à prioriser aussi les niveaux d'intervention, là. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Puis, donc, comme moi, quand il m'arrive, c'est souvent avec la pointe de l'iceberg. Donc, mon enfant est impulsif, mon enfant est inattentif, mon enfant fait des crises, mon enfant est anxieux. Ça, là, on ne rentrera pas dans les côtés plus physiologiques, mais ça peut être aussi physiologique parce que le modèle est pour Bien tous sûr. les mots. Là. Donc, moi, il m'arrive avec ça. Et souvent, quand on reste pris dans ce niveau 1-là, approche plus comportementale, pas comportementale, mais médicale, je vais Oui, dire. mais comportemental, puis mais Oui, effectivement, on est dans le traitement. On est dans le traitement souvent comme ça. ben, Là. moi, dans le fond, on éteint les feux, on met des béquilles, on Exact. met des patchs, puis c'est Mhm. important, là, on va pas laisser la personne en feu. Non. Donc, c'est sûr que s'il y a un besoin rapide pour aller éteindre des symptômes, c'est là qu'on va Mhm. référer la médication. Ou si on a besoin de techniques plus comportementales, d'adaptation, de modification, autant à l'école que, tu sais, tous les trucs, justement, certains psychoéducateurs, techniciens en éducation spécialisée vont faire. Souvent, c'est des experts là-dedans pour ces trucs-là. C'est parfait, ça en prend. Donc, moi, des fois, je vais aider à en donner ici ou je vais référer les bonnes personnes. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller analyser aussi les trois cerveaux. C'est pour savoir, OK, c'est quoi qui vient créer ces symptômes-là en haut. C'est Donc, quoi les trois oui, cerveaux?
C'est quoi les Alors, 3 cerveaux? on va le dire, on va le dire. Le premier cerveau, ben, c'est celui qu'on a dans la tête, hein, le cerveau de tête. Moi, j'appelle la tête. La Dans le tête. fond, ben, c'est toute la maturation neurologique. On pourrait revenir un peu plus tout à l'heure. Souvent, c'est pas mon expertise, mais j'y connais assez pour savoir c'est quoi les indices de blocage à ce niveau-là quand je fais mon anamnèse, puis référer aux bonnes personnes. Ben, parlons-en tout de suite. La maturation neurologique, c'est comment mon cerveau s'est développé depuis intra-utérin, là, dans le ventre de maman, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tout va bien, tout s'est développé dans, on va dire, dans les normes, ou est-ce qu'il y a eu imaginez une autoroute, est-ce que toute la route va bien ou il y a eu des blocages, puis là, il a fallu prendre des routes de contournement, ce qui fait que le cerveau, mettons, il y a une région cérébrale qui s'est développée plus vite qu'une autre. Dans le fond, ça parle au niveau de la communication entre différentes régions du cerveau. C'est Il peut y plus, avoir... mettons, une anomalie, mettons, qui se serait Non, créée, dans on le le fond? verra pas, tu sais, avec des OK, scans nécessairement. Ça va OK. vraiment, ça prend de l'imagerie. Ouais, voyons, j'ai pas j'ai comme l'imagerie fonctionnelle, tu sais, avec OK. voyons, pas les lumières, j'ai les lumières, les couleurs et tout ça, pour savoir comment chaque région Ah oui, OK, communique ils communiquent ensemble. ensemble. Oui, OK, 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 oui, Ouais. oui. Donc, on voit pas ça nécessairement. Est-ce qu'il y a un trou dans telle partie du cerveau? Mettons qu'il y a un accident, ça va être plus physiologique. Là, on va au-delà de ça. C'est vraiment la communication, donc cerveau gauche, cerveau droit, cortex préfrontal et tout. Bon, je rentrerai pas dans les détails parce que Mais souvent, là, j'ai une question pour toi. ouais, Dans le fond, là, quand tu dis ça, là, fait que c'est vraiment comment il s'est construit et non pas nécessairement quand, mettons, tu sais, comme, tu sais, moi, je parle souvent, mettons, de la maturation du cerveau, justement, que ton cerveau est encore immature, tu sais, comme l'impulsivité, c'est mettons. au-delà de ça. C'est Et au-delà de ça. c'est ça qui est important Ouais. que tu nommes ici, là, Oui, c'est que ça va oui. au-delà. C'est Ouais, vraiment comment il s'est construit ton cerveau, comment ouais. les neurones, comment les synapses, tout le monde, comment ça Je vais donner un communique exemple. ensemble. Je vais donner un exemple. Un enfant qui n'a pas fait de quatre pattes, pour faire le quatre pattes va vraiment venir connecter certaines régions ensemble. Mais l'enfant qui n'a pas fait de quatre pattes, ben oups, ces connexions-là ne se sont pas faites. Mais l'enfant va continuer à évoluer pareil, sauf que là, le cerveau va prendre des voies de contournement pour continuer à développer. Fait que s'il y a plusieurs, fait que ça, il y a des réflexes primitifs, des fois, il y a de l'inflammation. Bon, il y a tout un domaine en neurologie Wow, c'est fonctionnelle. intéressant. Ouais. Puis donc, souvent, ce qu'on va voir comme difficulté, des indicateurs des enfants qui ont des problèmes au niveau moteur, langage, cognitif, Exact. mémoire, des problèmes sensoriels, l'hypersensibilité, c'est souvent des indicateurs qu'il y a quelque chose au niveau cerveau-tête. Donc, voilà, j'en parle parce que souvent, moi, je vais dépister là-dessus, puis je réfère à mes collègues en neurologie fonctionnelle quand il y a Mais quelque chose. moi, j'ai une question pour toi là-dessus, là, par exemple. Là. Ouais. Je veux savoir, en fait, là, est-ce que dans le fond, comment ça se fait que le cerveau, il va pas, mettons, se créer correctement, dans le fond, il va pas se construire correctement? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, justement, parce que mon environnement n'a pas répondu correctement? Mettons, tu sais, si, mettons, on prend un contexte d'abus ou de maltraitance, est-ce que Oui, dans le fond, on serait dans ça? ben, tu sais, souvent, c'est beaucoup, je me fie beaucoup à Dr. Janie Leblanc, chiropraticienne, là, qui a une spécialisation en neurologie fonctionnelle. Elle parle toujours, le cerveau a besoin de trois choses, l'oxygène, des nutriments, puis de la stimulation. Donc, quand il y en a une qui manque, le cerveau va comme encore fonctionner, mais pas de façon optimale, il va faire des voies de contournement, comme je disais. Exact. Quand il y en a deux qui manquent, ben là, il y a comme des déficits, on va dire, des malaises. Puis quand il y en a trois, ben il meurt. Ça marche plus, là. Donc, voilà. Donc, oui, un enfant qui a moins été stimulé, plus des stresseurs, ça amène Oui, beaucoup oui. d'inflammation. Donc, ça, Oui. c'est vraiment le cerveau-tête là, qui est Mhm. très intéressant, qu'on voit beaucoup. C'est les troubles neurodéveloppementaux, qu'il y a C'est plusieurs ça. diagnostics, là. Il y a toujours de quoi aller travailler là. En lien Exact. souvent avec le cerveau-ventre, on va y revenir aussi, l'axe intestin-cerveau, là, très important à travailler Mais ces deux-là. mettons un vrai TDAH, là, parce que je vais le mettre entre guillemets, dans le fond, parce qu'un vrai TDAH, justement, son cerveau, les connexions et tout ça, il y a quelque chose qui a bloqué, là, justement. Là, que c'est que Ben, ça n'est pas créé comme les autres types de cerveau, là, justement. Là. oui, mais pourquoi? Oui, Tu sais, bien là, parce c'est ça. que, ben, c'est ça, parce Ben là, qu'ils c'est ça. Ouais. ont des blocages et des déséquilibres dans les trois cerveaux qui ont fait que ça a changé la Mhm. structure et le fonctionnement de leur cerveau. Puis que là, nous, on voit les symptômes, puis là, on étudie ça, puis on dit, eh ben, les TDAH sont faits comme ça. Mais ce qu'on démontre, c'est que, exemple, l'inhibition, ben, le manque d'inhibition, ben, c'est présent dans plein de troubles. Ben Donc, oui. il y a plein d'éléments qu'on pourrait aller étudier au niveau de... Mais tout ça pour dire que c'est vrai que les TDAH ont ça, une immaturité cérébrale au niveau du cortex préfrontal, mais Mhm, mhm. ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils ont souvent quelque chose au niveau du cerveau-tête, la maturation neurologique, et le deuxième cerveau, le cerveau-cœur, dans la maturation affective aussi. Donc,
Exemple, l'impulsivité, souvent, c'est un manque du dernier processus de maturation affective qu'on appelle l'intégration. L'intégration, c'est être capable de voir deux choses, ressentir deux choses en même temps, voir deux choses en même temps. Donc, si moi, je suis tellement fâchée que j'ai le goût de te frapper, pow! Là, je vois juste ça. Mais si je suis tellement fâchée, j'ai le goût de te frapper, mais Je veux si pas te faire mal. je veux pas te faire mal parce que tu es quand même ma soeur, puis en même temps, ça se peut que je me mette dans le trouble. Mais ça, il faut être capable d'avoir les deux en même temps. C'est pour ça que l'enfant qui n'est pas rendu, puis il y a des adultes qui ne sont pas rendus C'est ça là. que j'allais dire. Puis il y a des adultes qui n'ont pas les processus de maturation encore affectifs. Donc, quand on n'est pas capable de ressentir ou voir deux choses, mais on n'est pas capable de penser aux conséquences, on n'est pas capable d'apprendre de nos erreurs, on n'est pas capable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours, mettons, là, je te frappe, mais après, je le regrette, puis pourquoi j'ai fait ça, puis je la connais, la consigne, puis bon. Donc, si on va travailler les processus de maturation, souvent, l'impulsivité diminue. Et Donc, ça se travaille avec le lien affectif, n'est-ce pas? Toute la sécurité affective et tout dans exact. Ben, il y a dans 3 racines qui viennent travailler ça, puis ça, c'est le modèle que c'est mon expertise que je travaille. Ben, toi aussi, tu le travailles dans tes programmes, mais moi, j'ai mon approche que je le fais avec l'émotion, la relation puis la conscience, qu'on va aller travailler ces racines-là pour retrouver les fruits de la maturation. Donc, Oui, parce que là, rassure-nous, là, on peut faire quelque chose avec ça, justement. Là. C'est pas parce que oui, tantôt on disait un adulte, des fois, il l'a pas, ben, il est jamais trop tard, mais c'est parce qu'il va c'est falloir que jamais tu trop te tard. regardes. Il va falloir que tu travailles. C'est juste Oui, ça, là. ben oui, puis là, tu sais, ce que je suis en train de nommer, les 3 cerveaux, c'est le niveau 2 à aller travailler pour moi. Relancer les processus de maturation. Donc, au niveau neurologique, au niveau affectif. Et le troisième, c'est le cerveau-ventre. C'est des images bien simples. Là. Cerveau-ventre, c'est tout en lien avec le microbiote, la flore intestinale. On entend souvent parler ça comme le deuxième cerveau, hein, de plus en plus. Donc, on s'est reconnu, il y a de plus en plus de recherches, surtout en dépression, puis au niveau des TSA, comme de quoi qu'il y aurait vraiment, quand il y a une dysbiose, donc un débalancement au niveau du microbiote, entre autres, là, ça peut être... Mais il y a beaucoup de controverses encore là-dessus, hein, quand même, par exemple. Mais je te dirais que dépression et OK, il y TSA, a il y a de certains plusieurs... éléments. Ça, c'est de plus en plus étudié puis solide. Les autres troubles neurodéveloppementaux, ça cause c'est moins étudié. Oui, je comprends. Mais je te dirais que au Québec, on est un peu pas nécessairement fermé, là, mais tu sais, moins au courant, mais là, ça sort de plus en plus dans les médias. C'est sûr que pour être reconnu, on va dire à 100%, ça prendrait comme 50 ans d'études et tout ça. Mais Oui, oui. nous, on suit beaucoup aussi aux études puis à la clinique. Qu'est-ce que les résultats cliniques avec les clients. Donc, je travaille encore là avec beaucoup de naturopathes qui ont des spécialités avec les troubles neurodéveloppementaux, puis on voit vraiment des fois des miracles. Là. Pour vrai, quand on vient travailler au niveau du cerveau-ventre, parce que tout ça est relié par le système nerveux, puis ça termine mon niveau 2. Le système nerveux, le nerf vague, relie les 3 cerveaux. C'est pour ça que quand on a un déséquilibre à l'un ou l'autre des 3 cerveaux, ben, ça vient créer des symptômes. Je donne un exemple hyper simpliste, là, qui est plus compliqué que ça pour comprendre, mais juste pour donner une image. Là. Quand je suis stressée, des fois, je peux avoir mal à la tête, des fois, je peux avoir mal au ventre, envie d'aller aux toilettes. Tout est relié ensemble. Ouais. Je vais donner un exemple d'indication, des fois, des enfants ou adultes là, qui peuvent avoir des indices de débalancement au niveau du microbiote. Les enfants qui ont des symptômes gastro-intestinaux, constipation, on en voit vraiment beaucoup. On ne pose pas ça comme question d'habitude parce que c'est pas, mais les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, souvent, ils ont des symptômes gastro-intestinaux comme la constipation, l'eczéma, des allergies, des intolérances. Donc, ça, c'est des indicateurs. Mais mettons, tantôt, tu as comme donné avec la tête, tu as comme donné, mettons, 3 éléments, mettons, tu sais, qui étaient le nutriment, l'oxygène, puis tu sais, comme Ouais. stimulation, avec le cœur, tu as comme parlé des émotions, la relation, puis la conscience. Quand tu es dans ton cerveau-ventre, dont tu l'appelles, c'est quoi Ben, le but ici, ça va être vraiment de travailler avec, ça dépend des approches. Moi, c'est pas moi qui vais aller travailler ce cerveau-là. Là. Souvent, c'est vers des nutritionnistes, naturopathes, souvent, c'est les deux avec qui je travaille. OK. Ils vont aller travailler avec l'alimentation en premier, puis des fois, ils vont aller supplémenter avec des produits de santé naturelle pour vraiment aller, dans le fond, c'est comme s'il y avait un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. C'est comme si les parois intestinales, il y avait des trous pour laisser passer des éléments qu'on ne devrait pas. Donc, on va aller resserrer ces parois-là. Donc, souvent, c'est avec l'alimentation. Là.
Il y a OK. ça, ouais. Donc, c'est ça, il y a tout un monde là-dessus. C'est sûr que Ouais, ça c'est ça, peut c'est être, intéressant, tu sais, mais en même temps, j'ai comme 800 millions de questions, je te dirais, là, tu sais, qu'on n'ira pas là aujourd'hui, mettons, mais non, mais c'est ça. c'est vraiment, mais je crois beaucoup, en fait, avec que tout est relié, là, en fait. Tout est relié, là, Mais on a tous tu sais, des blocages, des déséquilibres à l'un ou l'autre, là, on en a tous. Mais moi, quand je fais mon analyse globale en faisant mon anamnèse, je vais aller voir, OK, c'est quoi la priorité? Souvent, ça va être le cerveau-cœur avec en parallèle ou pas un des autres cerveaux, mais souvent, il y a une priorité qui ressort, là. Et moi, dans ma pratique, ce que j'observais, mettons, souvent, je commençais avec le cerveau-cœur, puis là, à un moment donné, ça bloquait. Voyons, j'étais plus capable d'avancer dans mon suivi. Là, c'est là que j'ai dit, OK, je pense que ça va être le temps d'aller travailler. Là, je référais. J'ai une collègue qui travaille l'axe intestin-cerveau. Elle travaille les deux cerveaux en même temps. Et là, il y avait un déblocage qui se faisait. J'ai dit, OK, là, on peut rembarquer. Donc, tu sais, c'est ça. Avec l'expérience clinique, on est capable de savoir. Mais c'est sûr que le client, il faut bien gérer parce que ça peut faire beaucoup en même temps. Donc, il mais faut c'est ça, parce que savoir, d'une année peut avoir 800 quand. 000 suivis Mais en même temps, là. ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a quand même moins que quand je te dis dans mes rapports, ben, va voir la psychoéducatrice, va Ah voir ben oui, l'orthophoniste, va voir l'ergo, puis va voir là, c'est comme, ah, qui? Parce que moi, j'ai tellement. l'approche diffuse, donc, le diffuse, c'est le cerveau-cœur, puis l'axe intestin-cerveau, fait que tu aurais deux intervenants à aller voir. Puis après, dans le Ouais, fond, quand on va t'avoir relancé tes maturations, ben après, ce qui reste, mettons qu'il me reste encore un peu au niveau du langage, de la motricité, là, tu iras voir, mettons, si au niveau cognitif, académique, c'est difficile, là, tu iras voir les professionnels comme ergo, orthophoniste, ouais, après. orthopédagogue. Parce que souvent, ils vont voir, eux, direct. Quand c'était ça le problème à la pointe, on va dire en haut, ça Mhm. fonctionne super bien. Mais combien sont allés voir l'orthophoniste, ergo, puis que finalement, ça ne marche pas? On dit, ah, ben là, c'est à cause d'un trouble. Non, c'est à cause qu'il y a des processus plus profonds qui n'ont pas été adressés. Donc, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ben, les besoins en arrière, justement, c'est ça, non, tout à fait. Ouais. Puis, c'est ça. Fait Absolument. que tout ça, dans le fond, ce niveau 2-là, on peut le travailler, mais ce qui fait que pourquoi ça se déséquilibre, Mhm. pourquoi ça, Mhm. souvent, c'est à cause de l'environnement. Ça, donc, l'environnement, tu en as parlé, on en parle de même tout le temps, mais souvent, on le laisse de côté dans nos suivis. C'est comment je mange, comment je fais de l'exercice, le temps d'écran et surtout la relation. Quelles sont mes dynamiques relationnelles? C'est tellement banalisé, malheureusement, parce qu'on dirait qu'on se le fait tellement dire, rentrer dans la gorge, que tu finis par dire, oui, mais là, mais parce que c'est le nerf de la guerre, tu sais, c'est comme. C'est sur du long terme, tu sais, c'est pas ça qui va amener les changements, ben, quoique des fois, oui, là, mais souvent, c'est des changements plus long terme, fait qu'il faut toujours le Mhm. faire comme en parallèle, Mhm. Mhm. l'optimiser. Mhm. Ouais, puis après ça, tu sais, oui, il y a l'aspect génétique dans le modèle. Ouais, mais là, c'est génétique. Oui, il y a une partie génétique, mais avec toute la science sur l'épigénétique, ça l'emmène beaucoup plus de pouvoir. C'est OK, maintenant, encore là, je donne une image très simpliste, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais voyez la génétique comme un interrupteur que grâce à l'environnement, je peux mettre à off ou à on. Exact. Donc, si je vais On n'est comme. pas obligé de reproduire. C'est juste que Non, ça se peut que ça, tu sais, tu partes. tu Moi, as je des l'explique avec. faiblesses. Exact. Moi, je fais souvent l'image avec les billes, en fait. Et ta génétique, tu viens au monde avec, mettons, ton nombre de billes rouges qui est ton inné, puis tu as ton nombre de billes bleues qui est tes expériences dans la vie. Fait que, mettons que ça prend 100 billes pour, mettons, basculer dans un trouble de santé mentale, par exemple. Ben, c'est sûr que si tu arrives avec, mettons, 80 billes rouges, ça te prend moins de billes bleues pour basculer. Si tu arrives avec 20 billes rouges, tu as Ouais. plus de marge là, dans tes expériences. Fait que, c'est pour ça, des fois, que faut pas se comparer non plus avec les autres. Ouais, mais elle a vécu tellement d'affaires, puis elle va C'est ça. super bien. Mais attends un petit peu, là, il n'y a rien à voir. Là. Contrôle, tu sais, On regarde-toi, n'arrive toi, on là. n'arrive pas avec les mêmes capacités adaptatives de base. Ça ne veut pas dire Exactement. qu'ils ne s'augmentent pas et qu'ils ne s'améliorent pas, mais c'est ça, des fois qu'il y en a qui ont une petite affaire, puis ils sont tous débalancés, puis il y en a que ça en prend Exact. beaucoup. Mm. Ben oui. Et c'est pour ça aussi que dans une même famille, tu Mm. sais, quand des fois les parents ils disent ouais, mais on l'a élevé de la même manière. Oui, mais non. Ah, c'est ça. Tu sais, parce que Est-ce que lui l'a perçu puis l'a processé, on va dire, l'a traité exactement, de la même manière? exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites avec des jumeaux, tu sais, dans le fond, tu sais, justement, Ouais, parce que ouais. techniquement, on enlève vraiment moi, mes filles, c'est exactement ça, c'est des jumelles. En plus, c'est Mmh. des monos, fait qu'ils ont vraiment eu le même, tu sais, ils ont été vraiment, c'est vraiment, vraiment des, comme dans les livres, là. Ah Puis, ouais, tu sais, fait tu le que vois? j'enlève la génétique, j'enlève tu sais, je veux dire, au niveau des capacités parentales, si on va dire, tu sais, dans le fond, Ouais. puis je le sais que
sais, on a la capacité de se regarder, moi et mon conjoint, puis de voir comme, je le sais que quand j'interviens avec elle, c'est similaire, mais c'est pas toujours nécessairement pareil. Pourquoi? Parce que son tempérament rentre en jeu. Fait que Exact. parce que son tempérament rentre en jeu, moi, ça m'active dans mon propre tempérament. Fait que ça va venir créer une dynamique qui est unique. Exact. Et la manière dont je perçois ce qu'elle vit, puis la manière dont elle perçoit ce que je lui reflète, c'est pas du tout la même chose. Et c'est même pour ça que des fois, mais, même entre elles, des fois, elles vont se dire mais pourquoi tu réagis de même? Tu sais, sa propre jumelle, tu sais, qui est comme mais voyons, c'est quoi ton. Pourquoi tu sais? Fait que voilà, c'est ça. C'est un beau laboratoire. C'est pour ça qu'il faut sortir un peu de toute façon. Le seul contrôle qu'on a là-dessus, c'est sur l'environnement. On ne peut pas aller modifier nous-mêmes nos gènes avec des instruments. Là. Donc, prenons notre pouvoir, optimisons notre environnement, puis prenons soin de nos 3 cerveaux. Puis le reste qu'on n'est pas capable, parce que là, c'est pas magique, tout ça. C'est pas. Des fois, il y a des bonnes différences que ça crée là, au niveau symptomatologique. Il y en a qui ont perdu leur diagnostic là, suite à un suivi comme ça, même des gros diagnostics là, de TSA. Là. Oui, ça arrive, ça, effectivement. Mais si ça ne le fait pas, après, il y a tout un travail d'acceptation aussi qu'on peut travailler. Là. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a parlé de plus comme de diagnostics en lien avec la santé mentale, mais tu sais, c'est la même affaire avec les diagnostics physiques, tu sais, comme la personne qui apprend qu'elle a diabète. Ben après que tu l'as eu, ton diagnostic, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que si tu fais juste prendre la médication puis que tu ne modifies pas le reste de ton environnement, ben, je suis désolée, mais ça ne va pas bien aller. Si tu continues à manger full de sucre à white donc puis que tu ne t'observes pas dans tes moments où est-ce que tu as tes hauts et tes bas, ben, ça ne fonctionnera pas. Mais la santé mentale, c'est la même affaire. Puis étrangement, on dirait que c'est comme plus facile de dire quand on a un diagnostic physique de modifier notre environnement que quand c'est santé mentale. Puis ça, de plus en plus, j'essaie de l'intégrer, puis c'est pas facile avec les écoles, mais quand l'enfant ne file pas, ça va pas. Tu sais, c'est pas moi, c'est un auteur, Dr. Kim John, j'ai oublié le nom de famille, là, mais il appelle ça la fièvre de l'âme. Donc, des fois, il va faire prendre des congés aux enfants, puis des arrêts aux enfants pour revenir au niveau émotionnel, comme on le ferait si l'enfant était malade aussi. Mais ça, c'est mal vu, là. C'est mal vu, puis c'est de l'évitement, puis s'il gagne, tu lui donnes du pouvoir. Mais il faut sortir un peu de cette vision comportementale-là. Là. Oh my God, tellement, 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 tellement. Je trouve que c'est un beau mot de la fin, en fait, Kayla, parce que oui, ça va tellement au-delà des comportements. Au-delà des diagnostics, mais les diagnostics, pour moi, c'est tout ce qui est comme. C'est toutes les manifestations comportementales qu'on observe et qu'on voit. Ce sont les symptômes de quelque chose de beaucoup plus grand en arrière. Fait que soigne qu'est-ce qu'il y a en arrière et tu vas apaiser bien, bien, bien des affaires autour. Kayla, merci tellement de ta présence. Merci, Cynthia. Vraiment heureuse de t'avoir eu avec moi. Alors, s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit, toujours possible de le faire. Dans le descriptif du podcast, en fait, parce qu'aujourd'hui, on enregistre live, oui, mais l'épisode va être en ligne, en fait, dans la saison 4. Donc, à l'automne, tu vas être avec nous sur le podcast. Et vous allez donc avoir accès en tout temps. Et aujourd'hui aussi, là, en fait, vous allez pouvoir le retrouver sur ma page YouTube et la page Facebook aussi. Merci encore une fois. Si on veut te suivre, si on veut te connaître, allez en apprendre plus sur Kayla Rodrigue. Tu as une page Facebook? Oui, ma page Facebook, Kayla Rodrigue, docteur en psychologie. C'est surtout sur Facebook, sinon mon site internet, kaylarodrigue.com. Tu as Instagram aussi? Oui, j'ai un Instagram. Pour l'instant, il faudrait que je l'alimente plus. C'est plus Facebook, c'est plus ça qu'on va te retrouver, effectivement. Tu offres des suivis avec les parents de façon en groupe? Oui, en groupe, en privé. Puis souvent, c'est les gens, ce que j'offre à seulement 5 $ pour s'initier à cette approche-là globale, c'est la quête. Donc, soit je pourrais mettre le lien après, si tu veux, dans les commentaires. Ou, en fait, oui, ça peut. En fait, j'avais. Tu me devances, t'es bien bonne. Mais tout va être mis dans les commentaires, en effet. Puis, dans le descriptif du podcast aussi, vous allez pouvoir tout retrouver les informations aussi là, pour Kayla. Si vous l'écoutez, là, je ne sais pas quand est-ce que tu vas l'écouter, en fait. Fait que l'information, elle est là, tout simplement. Exact. Merci à toi. Merci, Cynthia. C'était un plaisir, une belle discussion. On aurait pu jaser encore longtemps. Ben, c'est ça mon problème. On peut jaser. C'est tellement le fun. J'adore ça. Salut! Salut, bye-bye.
Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le partager à un ami ou à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider. Parce que c'est comme ça qu'on va faire en sorte que Corset sera plus connu et pourra donc aider plus de gens. Imagine que tu changes la vie d'une seule personne. Moi, je me lève à tous les matins avec cette conviction profonde. Si tu le souhaites, tu peux t'inscrire aussi à mon infolettre et ainsi, à tous les mois, tu recevras tous mes outils gratuits que j'ai pour toi. Tu pourras mettre en application encore plus concrètement ce qu'on discute à toutes les semaines ensemble. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!